Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur Convertix. Ah oui, Convertix. C'est un outil de conversion de fichiers qu'on peut héberger soi-même sur son propre serveur. Exactement. L'objectif, là, c'est de comprendre ce que c'est, ce qu'il sait faire, comment ça tourne. On s'est basé sur les infos du projet, sur GitHub notamment, et puis on a fait nos propres tests. Prêt? Tout à fait. La conversion de fichiers, c'est un besoin hyper courant. C'est clair? Et cette approche auto-hébergée, c'est vrai que ça attire de plus en plus. Pour le contrôle, la confidentialité, on sait où vont nos fichiers, quoi. Oui, on n'envoie pas ça n'importe où. C'est ça. Et Convertix, d'emblée, il promet de gérer énormément de formats. Plus de 1000, c'est ce qui est dit. Alors, voyons voir. Alors, pour commencer simple, Convertuz, c'est quoi exactement si l'on se base sur les infos officielles du projet? C'est une application web que tu installes sur ton propre serveur, oui. L'idée, c'est d'avoir une interface en ligne, assez simple, pour faire tes conversions. D'accord. Et la promesse, c'est ce chiffre, plus de 1000 formats. Oui, c'est le chiffre avancé. Techniquement, ils utilisent TypeScript avec Bon et Elysia, des technos assez modernes. Et l'idée centrale, c'est vraiment ça, reprendre la main. C'est le point clé, cet aspect auto-hébergé. Concrètement, ça veut dire que tes fichiers, quand tu les envoies pour les convertir, ils restent sur ton serveur. Ils ne sortent pas. Voilà, comparé aux services en ligne, même payants parfois, où ça part sur des serveurs tiers, on ne sait pas toujours où. C'est vrai. Et là, niveau confidentialité, c'est un vrai plus. On évite les risques liés à la collecte de données ou à des failles de sécurité chez le prestataire, potentiellement. Et cette pile technique que tu mentionnais, TypeScript, Bun, Elysia, ça nous dit quoi? C'est moderne, c'est performant? Oui, ce sont des choix assez récents dans le monde JavaScript, TypeScript. Bon et Elysia, en particulier, ils cherchent la performance, la légèreté. D'accord. Sans forcément entrer dans les détails très techniques, disons que ça montre une volonté de faire une appli réactive et peut-être moins gourmande en ressources que des solutions plus anciennes. C'est un bon signal. Ok. Et ce chiffre de 1000 formats, ça couvre quoi en gros? C'est ça qui est impressionnant. Ça va bien au-delà du classique Word vers PDF ou JPG vers PNG, quoi. Justement, parlons des fonctionnalités clés qui sont listées. Évidemment, il y a la conversion, Oui, le cœur du réacteur. mais aussi la possibilité de traiter plusieurs fichiers en même temps. Ça, c'est pratique. Ah oui, le traitement par l'eau. Pour redimensionner une série de photos ou convertir plusieurs documents d'un coup, c'est un gain de temps. Il y a aussi une protection par mot de passe pour l'accès. Indispensable. La base pour un service web, surtout quand on l'héberge soi-même. C'est toi qui gères la sécurité. Et la gestion de plusieurs comptes utilisateurs. Ça, c'est intéressant. Oui, ça montre que ce n'est pas juste un petit outil perso. Ça peut servir à une petite équipe ou une famille peut-être. On pourrait imaginer l'installer sur un serveur, mettons chez Contabo ou Infomaniac. Tout à fait. Et chacun a son compte, son historique de conversion séparé. C'est assez souple. Bon, alors, on arrive au point qui semble vraiment costaud. Les formats et les moteurs de conversion utilisés. La liste est longue. Ah oui, là c'est assez fourni. On a Inkscape pour le vectoriel, notamment le SVG, LibGexcel pour le JPEG XL, un format d'image assez récent, très performant. VIPS et LibHeif pour d'autres types d'images, y compris le HEIC des iPhones. Oui, très courant ça maintenant. Pour les documents, XLaTeX pour ceux qui utilisent LaTeX. Un public spécifique mais important. Calibre pour les e-books. Ça c'est pas mal, pour convertir entre EPUB, Mobi, etc. Oui, Calibre c'est la référence dans ce domaine. Et bien sûr, LibreOffice pour les documents bureautiques, .docx, .xlsx, .pptx. Le classique indispensable pour beaucoup de monde. Et ça continue? Oui, il y a aussi Pandoc, très puissant pour convertir entre différents formats de texte brut comme le Markdown et des formats plus complexes. FFmpeg, évidemment. Le couteau suisse pour l'audio et la vidéo. Incontournable celui-là. Pour convertir, extraire une piste audio d'une vidéo, changer les codes. ImageMagick et GraphicsMagick pour les images, pour des manipulations plus avancées aussi. Deux autres références dans le traitement d'image. Et puis des trucs plus pointus, c'est ça qui est étonnant. Asimp pour les modèles 3D. Oui, pour convertir entre différents formats de fichiers 3D. C'est assez spécifique. Dazel pour manipuler des fichiers de données comme JSON, YAML. Utile pour les développeurs ou les admins 6. MSG Convert pour les emails Outlook au format .msg. Encore un cas d'usage précis. Et même Potress ou Vtracer pour vectoriser des images, transformer du pixel en vectoriel. Ah oui, passer d'une image bitmap à image vectorielle. C'est vraiment une palette très large. Ce qui est malin ici, c'est cette approche d'agrégation en fait. C'est-à-dire? Converts ne réinvente pas tout. Il utilise des outils existants, souvent open source, qui sont les meilleurs dans leur domaine.
LibreOffice, FFmpeg, Calibre, Pandoc. D'accord, il les rassemble. C'est ça. Il fait l'interface unifiée, le chef d'orchestre, il appelle le bon outil pour la bonne tâche. L'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'il n'a pas besoin d'installer et de configurer lui-même tous ces logiciels parfois complexes. Oui, la complexité est cachée. Exactement. Tout est derrière l'interface web de Converts. C'est ça qui explique cette énorme compatibilité annoncée. D'accord, très clair. Bon, maintenant, si on est séduit par tout ça, comment on l'installe? Nos tests et la doc officielle pointent vers Docker, principalement. Oui, c'est la méthode mise en avant et, honnêtement, la plus simple pour beaucoup. Docker, ça permet de tout empaqueter. L'application, ses dépendances, dans un container isolé. Ça évite les conflits sur le serveur. Voilà. Et ça rend le déploiement plus facile à reproduire. La doc propose soit Docker Compose, avec un petit fichier de configuration dockercompose.yml, Classique. soit une commande Docker Run direct. Les commandes exactes sont sur la page GitHub du projet. Et pour régler les paramètres, la configuration? Ça passe par les variables d'environnement. C'est très courant avec Docker. Il y en a pas mal, mais on peut se concentrer sur les plus importantes qu'on a vues. Allons-y. La sécurité d'abord, j'imagine. Oui. Le JWT secrète. Il faut absolument définir ça avec une chaîne de caractères bien longue et aléatoire. C'est la clé secrète pour sécuriser les sessions utilisateurs. D'accord, si on ne le fait pas, Une clé est générée au démarrage, mais elle changerait à chaque redémarrage du conteneur. Du coup, tous les utilisateurs seraient déconnectés à chaque fois. Pas pratique. logique. Et pour gérer qui peut s'inscrire ou utiliser l'outil? Là, il y a surtout Account Administration. Par défaut, c'est désactivé, false. Si on met true, n'importe qui arrivant sur la page peut créer un compte. Ah, donc faut faire attention avec ça. Oui, c'est utile au tout début pour créer son propre compte administrateur, mais après, il vaut mieux le repasser à false, sauf si on veut vraiment une inscription publique. D'ailleurs, le conseil c'est créer le compte admin tout de suite après le premier lancement. C'est noté. Et l'autre variable, c'était? Allow unauthenticated, aussi à false par défaut. Si on met true, on peut utiliser convertix sans compte, sans se connecter. Carrément ouvert donc. Oui, à utiliser avec beaucoup de prudence. Ça veut dire que potentiellement, n'importe qui sur Internet pourrait utiliser votre instance pour convertir des fichiers. Faut bien savoir ce qu'on fait. Et l'accès sécurisé en HTTPS, c'est important ça. C'est géré via HTTP Allowed. Par défaut, c'est false. Ça veut dire que Convertix s'attend à être derrière un autre serveur web, un reverse proxy, comme Nginx ou Traffic, qui lui gère de HTTPS. D'accord. Le HTTPS chiffre tout ce qui passe entre le navigateur et le serveur. Mots de passe, fichiers, c'est essentiel pour la sécurité. Mettre HTTP Allowed à true, c'est seulement si on utilise Convertix en local, sur sa propre machine, sans passer par Internet. Sinon, c'est un gros risque. Ok. Il y avait d'autres réglages pratiques mentionnés comme le nettoyage automatique. Oui, quelques options de gestion. Auto-delete every age. Par défaut, c'est 24 heures. Ça supprime les fichiers convertis après ce délai pour pas encombrer le disque. On peut changer la durée ou désactiver avec 0. Utile. Max Convert Process aussi. Ça permet de limiter le nombre de conversions qui tournent en même temps. Important si on a un petit serveur, pour pas le mettre à genoux. Mettre 0, c'est aucune limite. Et il y a d'autres options pour des cas plus spécifiques comme Webroot ou Hide History. Oui, pour adapter à des configurations particulières ou cacher l'historique si besoin. L'image Docker, on la trouve où exactement? Sur le GitHub Container Registry, ghcr.io, et sur Docker Hub. Le tag .lightest, c'est la dernière version stable. C'est ce qu'il faut utiliser en général. Le tag .main, c'est la version de développement, donc potentiellement moins stable. D'accord. Ah, un petit point technique qu'on a noté pendant nos tests, parfois au démarrage ça coinçait à cause des permissions du dossier de données. Ah oui, le coup classique du shown. C'est fréquent avec Docker quand on utilise des volumes locaux. Explique-nous rapidement. Dans le container Docker, l'application tourne avec un utilisateur spécifique, souvent l'ID 1000. Cet utilisateur doit avoir le droit d'écrire dans le dossier qu'on lui a attribué sur la machine hôte, là où sont stockées les données persistantes. Et si les droits ne correspondent pas? L'application ne peut pas écrire ses fichiers, sa base de données, etc. et donc elle plante au démarrage. La solution, c'est souvent de faire un sudo shown-r 1000.1000 sur le dossier de données sur la machine hôte pour que l'utilisateur du container en soit bien le propriétaire. C'est indiqué dans la doc du projet et c'est un truc à vérifier si ça ne démarre pas. Pour savoir. Ok, donc une fois installé et configuré, l'utilisation au quotidien, ça donne quoi? Nos tests ont montré une interface très simple, C'est le mot. très épurée, très directe. Sur la page principale, on a quoi? Un bouton Parcourir pour choisir son fichier, Oui.
Un menu déroulant convert tout pour choisir le format de sortie. La liste est longue d'ailleurs. Effectivement, on retrouve tous les formats possibles. Et un gros bouton convert. Et c'est tout en gros. Difficile de faire plus simple pour lancer une conversion, c'est sûr. Il y a aussi une page History, accessible par un lien, qui liste les conversions passées. Fichier d'origine, format de sortie, statut. Oui, completed, error. Et si c'est completed, un bouton download pour récupérer le fichier. Sauf si on a activé l'option Hide History, bien sûr. Le déroulement est donc hyper linéaire. Tu choisis, tu sélectionnes la cible, tu cliques, tu attends. Et tu télécharges. C'est ça. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas de barre de progression pendant la conversion. Ah oui, c'est vrai. Pour un petit fichier, ça va vite, on ne s'en rend pas compte. Mais pour convertir une vidéo ou un gros PDF, On attend un peu dans le vide. oui, on ne sait pas trop où ça en est. Il faut regarder la page History pour voir quand le statut passe à Completed et que le bouton Download apparaît. C'est un choix de simplicité, on imagine. Efficace, mais peut-être un peu austère pour les tâches qui prennent du temps. C'est ça. L'avantage, c'est que c'est super facile à prendre en main. Une fois que c'est installé, n'importe qui peut s'en servir sans se poser de questions. Pas d'option compliquée dans l'interface. Choisir, convertir, télécharger. Donc, pour résumer les points auxquels faire attention, bien sécuriser avec JWT Secret, créer le compte admin tout de suite et utiliser HTTPS dès que possible. Absolument. La sécurité d'un outil auto-hébergé, ça repose beaucoup sur l'admin qui l'installe et il configure. C'est la contrepartie du contrôle, la responsabilité. Bon, alors, au final, notre verdict sur Convertex. Ça se présente comme une solution auto-hébergée vraiment polyvalente, non ? Oui, très polyvalente, grâce à tous ces moteurs de conversion qu'il intègre. Le déploiement avec Docker est assez simple, si on connaît un peu, et l'utilisation est, très directe. C'est ça. C'est une option solide pour ceux qui veulent maîtriser leur conversion, ne pas dépendre des services en ligne, que ce soit pour la confidentialité ou pour éviter les limitations, ou juste pour avoir accès à plein de formats facilement. C'est une bonne synthèse. Tout à fait. Et pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de juste remplacer un convertisseur en ligne de temps en temps, comment un outil comme ça, intégré chez soi, pourrait changer les habitudes ? C'est-à-dire ? Cette garantie de confidentialité, ça pourrait permettre de l'utiliser pour des documents plus sensibles, par exemple. Ah oui, Et cette capacité à jongler facilement entre plein de formats très différents, documents, médias, e-books, même 3D ou données, est-ce que ça ne pourrait pas simplifier ou automatiser certaines tâches ? on pourrait imaginer des petits scripts qui surveillent un dossier et dès qu'un fichier arrive, hop, il est envoyé à Convertix pour être mis dans un format standard, interne à une équipe par exemple. Exactement. Quel nouveau flux de travail, peut-être plus sûr, plus efficace, pourrait émerger de cette facilité à manipuler autant de formats directement sous son contrôle, sans dépendre de l'extérieur ? C'est une perspective intéressante en effet. C'est peut-être là que réside le potentiel à plus long terme de ce genre d'outils. Pas juste faire la même chose qu'avant, mais faire de nouvelles choses, gérer l'info numérique différemment. Une piste à creuser pour ceux qui décideront de l'adopter, quoi.